Euh, comme les formats des jeux NR sont assez courts, l'idée c'est surtout d'ouvrir le sujet, d'aborder les thématiques dans les grandes lignes, et ça permettra ensuite d'approfondir les sujets au sein de vos réseaux, ou bien avec nous, ou bien avec les intervenants qui pourra éventuellement laisser ses coordonnées à la fin de la présentation. Donc, je vais essayer de lancer un petit sondage pour savoir un petit peu quelles sont vos connaissances sur l'autoconsommation collective. Donc, en principe, ça devrait s'afficher à votre écran, donc je vais vous laisser répondre. Parce qu'on va faire quand même un petit temps de rappel sur le sujet avant de rentrer dans les détails de la personne morale organisatrice. Donc on a 72% de participants. Je vais attendre encore un petit peu. Ok, bon, c'est pas mal déjà. Tout le monde en a entendu parler et tout le monde sait à peu près comment ça fonctionne. Donc c'est une bonne nouvelle parce que c'est vrai que on va rentrer peut-être un peu dans des détails techniques. Donc j'avais prévu un petit temps de présentation du sujet, mais je vais pouvoir être un petit peu plus rapide là-dessus. Donc, je vais peut-être commencer quand même par rappeler autour enfin, qui se cache derrière ces webinaires des jeux NR. Donc, c'est les réseaux Géclair et Générateur. Donc, le réseau Géclair, c'est le réseau Grand Est citoyen d'énergie citoyenne. Grand Est citoyen et local d'énergie renouvelable, pardon, excusez-moi. Euh, et le réseau des générateurs qui accompagne les collectivités dans leurs projets d'énergie renouvelable électrique. Donc derrière ces deux réseaux qui agissent à l'échelle du Grand Est, on a trois associations. L'ALE 08, donc l'Agence locale de l'énergie et du climat des Ardennes, pour la partie Champagne-Ardenne, dont je fais partie. Il y a Lorraine Énergie Renouvelable pour la Lorraine et Alter Alsace Énergie, où il y a Benoît et Charlotte qui sont là aujourd'hui, qui sont du coup en Alsace. Hop. Donc un petit tour de l'agenda. Les prochaines dates des événements que nous organisons. Donc il y a le 19 mai. Une journée d'études sur le bois énergie citoyen en Wallonie. On va aller rencontrer à Couvin la coopérative Copéos qui fait des chaufferies bois citoyennes, enfin en coopérative. Il y a le 20 mai une visite d'un site de géothermie et d'une installation photovoltaïque organisée par Alter Alsace Énergie à Herlisheim. Et le 26 juin, la visite de l'usine Voltex Solar. Et le 12 juin, une formation sur le développement des projets photovoltaïques qui aura lieu à Strasbourg. Donc voilà, prenez vos agendas, notez et vous pouvez retrouver tout ça évidemment dans les agendas de nos sites internet. Alors, au programme des jeux NR, sujet autoconsommation collective, un rappel rapide de comment ça fonctionne, à quoi ça sert la personne morale organisatrice et les différents types de personnes morales organisatrices. Et nous aurons ensuite un focus sur les PMO mutualisés. Je vais dire, pour autoconsommation collective, je vais dire ACC, et pour personne morale organisatrice, je vais dire PMO, ça sera plus rapide. Euh, oui, nous allons présenter les PMO mutualisés, donc avec les témoignages de Quentin Bourré, comme j'ai dit tout à l'heure, et Jacques Rondal. Nous aurons ensuite un petit temps d'échange et de questions, et puis éventuellement un partage de ressources. Donc, pour le rappel, une opération d'autoconsommation collective, ce sont des producteurs d'un côté et des consommateurs de l'autre.
qui sont tous regroupés au sein de la personne morale organisatrice, donc qui est une entité juridique à laquelle les producteurs et les consommateurs doivent adhérer ou faire partie. Donc si c'est par exemple une société, il faut qu'ils prennent des parts, ou si c'est une association, il faut qu'ils soient adhérents. Les producteurs et les consommateurs doivent se situer dans un diamètre défini, donc qui est dépendant de la densité du territoire. Donc de base, c'est 2 kilomètres, mais ça peut s'étendre jusqu'à 20 kilomètres et même jusqu'à l'échelle d'un EPCI entier si ce ne sont que des participants publics. Euh, Ensuite, pour le fonctionnement du partage de l'électricité, il faut que tout le monde soit équipé d'un compteur communicant parce que la production et la consommation sont comptés à des temps, des pas de temps de 15 minutes et à chaque moment, la production est répartie entre les différents consommateurs toutes les 15 minutes selon différentes clés de répartition, mais on va peut-être rentrer dans les détails avec les témoignages, mais pas forcément aujourd'hui. Donc, voilà, parce que sinon ça durerait 2 heures. Donc voilà, donc la PMO, donc la personne morale organisatrice, son rôle, c'est de regrouper tous les participants de l'opération. Ça peut être, Elle peut être créée pour l'opération ou bien être une structure qui est déjà existante et du coup qui prend ce rôle. Il n'y a pas de forme juridique imposée, donc ça peut être une association, une société, une SEM qui regroupe des collectivités, une SIC. Ses rôles, ce sont de gérer les liens avec le gestionnaire de réseau de distribution. Donc en général, c'est Enedis, sauf quand il y a des régies locales, mais on va dire que dans une grande majorité des temps, c'est avec Enedis. Donc elle signe la convention d'autoconsommation collective avec Enedis. Elle choisit et transmet les clés de répartition euh, au gestionnaire de réseau également. Donc, elle reçoit chaque mois les données de production et de consommation et elle gère les entrées et les sorties des consommateurs et des producteurs. Donc, elle peut également prendre d'autres rôles. Elle peut aussi être mandatée pour facturer, pour gérer tout ce qui est facturation entre consommateurs et producteurs. Parce que du coup, on le verra juste après, il y a un petit schéma qui rappelle un peu les liens contractuels entre les différents participants. Elle peut aussi donner accès aux participants aux flux qui ont lieu dans l'opération. Elle peut aussi animer la communauté énergétique qui s'est créée autour de cette opération d'autoconsommation collective. Donc, par exemple, avec une newsletter, en organisant des réunions, des conseils d'administration, etc. Faire de la sensibilisation aussi sur l'énergie, sur les éco-gestes, etc. pour éviter l'effet rebond, par exemple. Et elle peut aussi aider à trouver de nouveaux consommateurs, de nouveaux producteurs, réfléchir à comment étendre la boucle à d'autres personnes et à gérer aussi le pilotage du modèle économique. Donc, c'est plein de petits tiroirs à ouvrir ou à fermer et des contrats à signer. Donc, en gros, comment ça fonctionne dans une opération d'autoconsommation collective? Donc, le consommateur enfin, le producteur vend son électricité au consommateur directement. Donc, il y a un contrat de vente entre le producteur et le consommateur. Donc le consommateur va avoir une partie de son électricité qui lui est fournie par le producteur local, donc qui est au sein de la boucle, et le reste de sa consommation, donc ce qui ne peut pas être fourni en local par le producteur, et continue d'être assuré par son fournisseur, on va dire classique, avec lequel il a son contrat de fourniture, comme tout le monde a aujourd'hui avec un fournisseur. Donc le consommateur et le producteur doivent bien adhérer
à la PMO, comme on a dit tout à l'heure. Et la PMO doit gérer la convention d'autoconsommation avec Enedis pour avoir accès à toutes les informations et pouvoir répartir les flux d'énergie. Le producteur, en plus, donc si tout le monde ne consomme pas, enfin si toute l'énergie qu'il a produite n'est pas consommée à l'instant T, donc par pas de temps de 15 minutes, il va falloir qu'il revende le surplus sur le réseau et donc qu'il trouve un acheteur du surplus qui est aussi appelé responsable d'équilibre. Donc voilà, en gros, euh, le fonctionnement d'une opération d'ACC. Petit rappel, petite explication rapide des différents modes d'action d'une PMO. Donc c'est ce qu'on disait déjà un petit peu tout à l'heure avec les différents tiroirs. Donc une PMO de base, elle fait en gros boîte aux lettres, donc elle gère tout ce qui est administratif et contrat. Une, une PMO administrative, elle va gérer la facturation et les entrées et les sorties et les contrats entre le producteur et le consommateur. Et on a aussi le modèle de PMO pilote, donc qui, elle, va vraiment gérer toutes les répartitions de l'électricité et qui va... euh, Enfin, il existe des opérations d'autoconsommation collective où la clé de répartition est créée sur mesure pour l'opération. Donc ça, c'est vraiment un peu plus un rôle un peu plus intense, on va dire, de la PMO. Et après, on a la PMO qu'on dit full, où la PMO prend en charge toutes ces missions-là. Euh, donc, on va voir ici. Voilà, donc la PMO, elle peut être gérée soit de manière interne, donc sans logiciel, etc. Donc c'est vraiment à la main, enfin à la main, c'est quand même à l'ordinateur, mais voilà, c'est débrouillard, mais du coup ça coûte pas cher. Ensuite, on a le débrouillard réaliste, donc c'est-à-dire que il y a beaucoup de logiciels qui existent pour aider à la gestion de ces opérations d'autoconsommation collective. Donc, c'est des logiciels qui sont payants, mais le temps que prend la gestion de tous ces flux est quand même assez long. Donc, voilà, des fois, c'est quand même plus malin de prendre un logiciel qui peut gérer la facturation, les données énergétiques, les entrées et les sorties, etc. Et, euh, et voilà, et la PMO peut avoir un mandat de facturation, comme je le disais précédemment, pour facturer la vente, bon, pour gérer les factures entre le producteur et le consommateur. Ensuite, c'est possible aussi d'en confier une partie. Il y a des, il y a la possibilité de louer un logiciel et également de faire un mandat de facturation et d'encaissement à une plateforme. S'il y a des plateformes qui existent et qui gèrent ça en externe, donc ça c'est pareil, c'est du temps gagné, mais c'est plus cher. Donc c'est toujours l'équilibre à trouver. Et enfin, il y a la partie soit où on peut presque tout confier on peut avoir un logiciel et un mandat de délégation complète. Et du coup, c'est le mandataire qui gère presque tout. Et c'est là-dedans que rentre aussi un petit peu la PMO mutualisée, qui est donc une personne morale organisatrice qui peut être la personne morale organisatrice de plusieurs opérations d'ACC et donc être vraiment outillée pour gérer efficacement toutes ces opérations. Parce que j'ai peut-être oublié de le dire, mais un consommateur ne peut être que dans une seule boucle d'autoconsommation collective. Un producteur ne peut être que dans une seule boucle d'autoconsommation collective. Mais par contre, la PMO peut gérer, peut être la PMO de plusieurs opérations d'autoconsommation collective. Voilà, j'espère que c'est un petit peu clair. Euh, je vais laisser la parole à un petit peu plus de concret, euh, en laissant Jacques présenter la PMO territoriale mise en place par la SEM Terre-ENR.
Eh ben, bonjour à tous, je vais partager mon écran. Euh, juste un petit, pour rebondir sur ce qui vient d'être dit, euh, un producteur peut être dans plusieurs boucles d'autoconsommation collective, mais son- c'est comment dire, une opération qui produit ne peut être, enfin, en gros, c'est un point d'injection ne peut être que dans une boucle d'autoconsommation collective. On peut bien avoir un producteur qui est dans plusieurs boucles et qui va mettre des actifs différents dans chaque boucle. Voilà. Je ne sais pas si j'ai été clair, mais parce que nous, on sera sur plusieurs boucles d'autoconsommation collective avec à chaque fois en fait des opérations différentes. Et donc là, moi, ce que je vais vous présenter, c'est si je reprends le vocable qui a été présenté. Donc nous, c'est une PMO pilote et on est entre le volet débrouillard réaliste et même si on est une PMO territoriale. Donc la première question, c'est d'où vient l'objet de faire une PMO territoriale. C'est parce qu'on a un projet territorial qui est de viser l'autonomie énergétique territoriale dans les Vosges centrales, donc à l'horizon 2050, avec un objectif intermédiaire à 46% en 2030, en suivant notre beau schéma négawatt, avec bien sûr en couplant les énergies renouvelables avec la sobriété et l'efficacité, et j'allais dire l'autoconsommation collective aide à justement gérer ces notions de sobriété en déphasant nos usages et donc en trouvant des sources euh, de, d'économie de fonctionnement, de meilleure adaptation de nos usages en fonction de nos productions. L'objectif étant, c'est ce qui nous a été ce qui a été notre leitmotiv, hein, c'était de lui dire oui, ok, on est prêt à faire des énergies renouvelables de façon massive, mais pas n'importe où, pas n'importe comment, en intégrant les citoyens à la gouvernance, euh, en intégrant les collectivités territoriales, en partageant les bénéfices de ces opérations capitalistiques pour offrir un moteur économique territorial à faire des économies d'énergie et à inciter à plus de sobriété. Et dans tout ce enfin dans cet grand objectif territorial, le but c'était justement d'avoir une électricité locale par des énergies renouvelables avec des tarifs concurrentiels et stables dans le temps. Donc c'est pour ça que l'intérêt de se dire on va simplifier la démarche pour permettre au maximum d'opérations d'entrer en opération d'autoconsommation collective via des boucles territoriales. Alors pour savoir, on en est à l'idée d'avoir une boucle avec toutes les collectivités, avec tout le patrimoine des collectivités, donc l'agglomération d'Épinal, qui est notre actionnaire majoritaire, a activé une dérogation et donc maintenant en fait les SEM et leurs filiales, donc c'est-à-dire des sociétés dans lesquelles la SEM est majoritaire, peut partager de l'énergie renouvelable pour les bâtiments des communes, enfin la consommation énergétique des communes, de l'interco, mais aussi des délégations de services publics. C'est-à-dire qu'on peut avoir également les stations d'épuration, les pompiers, les hôpitaux. Euh, on a réfléchi pas plus tard qu'il y a 15 jours à mettre des éoliennes en fait dans cette boucle d'autoconsommation territoriale avec pour but justement d'avoir en fait une production qui ne soit pas que lorsqu'il y a du soleil, mais qui puisse être répartie dans le temps. On réfléchit également à l'hydroélectricité, à mettre en autoconsommation collective. Juste pour faire un mot sur les activités de la SEM, mais je vais aller très vite, on fait de l'investissement à la fois en propre, on gère nos propres opérations, toutes les opérations qu'on fait sur toiture solaire sur ombrière de parking, sont portées en propre et sont toutes en autoconsommation collective. On réfléchit, enfin on fait également du co-développement, donc on investit via des sociétés de projets. Sur ces projets-là, pour le moment, on est en valorisation auprès de la Commission de régulation de l'énergie. On va pas, on n'a pas encore, c'était l'objet, mais pour le moment, on n'a pas encore de grosses opérations de plus de 5 mégas
en autoconsommation collective. Et d'ailleurs, on ne peut pas en avoir non plus trop, puisque je vous rappelle en fait qu'il y a un seuil de 10 mégawatts sur les boucles d'autoconsommation collective. C'est-à-dire que quand on met tout le patrimoine territorial dans une même boucle, eh bien, en fait, on ne peut pas dépasser les 10 mégawatts de production. Donc, ça veut dire, quand je mets deux éoliennes, je suis déjà à 5 mégas. Ça veut dire que ça laisse plus trop de place au solaire et à l'hydroélectricité. Donc, ça, c'est un frein. Et donc, on fait également de la réalisation de prestations d'études. C'est nous qui allons gérer, en fait, tous les calculs de dimensionnement d'autoconso en amont. Et ça, c'est important de le souligner puisque en tout cas, nous, c'est ce qui nous a permis aussi de gérer cette chaîne d'autoconsommation territoriale. Et donc, on est membre constitutif d'Échange GNR que je vais vous présenter, qui est notre PMO territorial. Et on travaille également aussi avec une dernière, la gestion de sociétés de projet comme FarmENR, qui a pour but, en fait, de solariser toutes les toitures agricoles du territoire. On est gêné Excusez-moi, par un masque. oui. Pardon, Jacques, si vous pouvez juste cliquer sur masquer en dessous. Parfait, pardon, merci. autant pour moi. Fallait pas attendre. Voilà. Alors, je passe la SEM en chiffres. Vous aurez tous les éléments en fait dans le support. Le but, c'est de rentrer dans le vif des sujets. Donc là, on a des exemples d'opérations qu'on a réalisées en autoconsommation collective et je vais tout de suite rentrer dans le vif du sujet. Je vous passe les schémas. Ils ont été présentés. Les boucles d'autoconsommation. Je veux juste souligner quelque chose. Donc, là, en fait, on est bien d'accord. Avant, quand on est consommateur, on a une facture avec un fournisseur. Quand on passe en autoconsommation collective, bien sûr, on a deux factures. La facture du fournisseur qui est déduite des électrons qui sont autoconsommés et la facture du producteur en autoconsommation collective. Grosso modo, la facture du producteur, elle se répartit. Alors, il n'y a plus l'assise de l'énergie, ça a bien été exonéré pour tous les projets de moins d'un mégawatt, pas pour les projets de plus d'un mégawatt. Et grosso modo, comment se répartit le prix? En fait, il y a la marge que le producteur se prend, il y a les frais de gestion de la PMO. Ça, on les estime à plus ou moins 15 euros par mégawattheure, et ça, c'est pareil. Et nous, pour rien vous cacher, on fonctionne avec Enogrid. Et en fait, les frais de gestion de la plateforme Enogrid sont fonction en fait du volume d'électrons que vous allez partager en autoconsommation collective. Donc nous, on ose espérer, si toutes nos opérations arrivent en autoconsommation collective comme prévu, d'avoir un tarif autour de 5 euros le mégawattheure de frais de gestion de la PMO. Et le prix d'électrons, alors, donc nous, en fait, dans notre schéma d'autoconsommation collective territoriale, on a prévu de fixer un montant maximum de 160 euros par mégawattheure, puisqu'on se dit que passer les 160 euros le mégawattheure, en fait, ça n'a plus de sens de partager l'électricité en autoconsommation collective. Donc, ce qui veut dire qu'en fait, voilà, c'est un des critères qui permet d'accepter une opération en autoconsommation collective. Et donc là, en fait, si on est dans ces eaux-là, en fait, après, c'est l'exemple que je vais vous présenter tout de suite. C'est un gymnase Exertini. Et donc voilà, le but, c'est de s'inscrire dans un prix encadré acceptable pour le consommateur. Et dans notre boucle d'autoconsommation collective, enfin, dans notre schéma d'autoconsommation collective, on a un bureau qui va agréer si le prix est acceptable pour l'intégrer dans une boucle d'autoconsommation collective. Et ça, j'y reviens tout à l'heure. Donc déjà, juste un exemple avec des prix. Donc là, on a une opération, comme vous le voyez, sur un gymnase. Je vous passe les détails, mais voilà, juste donc c'est 139 kW crête, production annuelle 136 MWh, 120 000 euros d'investissement, et on participe au renforcement de la structure de gymnase pour poser les panneaux, ce qui nous rajoute un montant.
Ce qui fait que le prix de cette opération est fixé à 120 € le mégawattheure. On a dans cette boucle d'autoconsommation collective, pour nous, c'est une boucle qui nous rend très fiers puisque c'est la première boucle où on associe un privé aux collectivités. Donc, c'est une boucle à part de la boucle territoriale. C'est donc une deuxième boucle. On a une société, la société Temca, qui vient être un consommateur parmi d'autres comme l'AGLO, la commune de Xertigny et le syndicat intercommunal du secteur scolaire. Là, vous avez en gris les besoins d'achat, en bleu la production et la consommation en instantané, et en orange, vous avez donc le surplus qui donc va être, comme le disait Agathe, va être vendu à un agrégateur, un responsable d'équilibre. En hiver, la production photovoltaïque ne dépasse pas le cumul des consommations, donc il n'y a pas de vente de surplus. Par contre, on va en avoir en été. Sur cette installation, on voit que Temca, donc l'entreprise, consomme une électricité à 219 € le mégawattheure hors taxe, tandis qu'à 120 € le mégawattheure, l'autoconsommation collective lui permet d'avoir un prix à donc quasiment 180 € le mégawattheure, ce qui lui fait environ 13% d'économie, 1 971 € d'économiser la première année. Et c'est le meilleur des cas, c'est-à-dire qu'on est dans un cas où je vais présenter ensuite un schéma où ce sera pas aussi intéressant. Donc là, en fait, l'entreprise y gagne dès la première année. Et elle va continuer et ça va accroître son gain. Et c'est pour moi ça le plus fort argument de l'autoconsommation collective, c'est que le prix de vente d'électricité en autoconsommation va être beaucoup moins inflaté que le prix d'un fournisseur classique, puisqu'en fait, qu'est-ce qui bouge? C'est l'inflation sur les charges d'exploitation et de la maintenance. Donc c'est pour ça qu'on estime, alors pour nos calculs et pour la com qu'on fait, on l'affiche à 1% l'évolution du prix autoconsommé, mais en vérité, ce qu'on observe, c'est plutôt 0,4%. En fait, on a vraiment un prix qui est stable dans le temps et c'est le gros argument. Et donc, quand on va présenter les éléments, en fait, on va le présenter en cumulé sur les 30 ans de durée de vie de la centrale. Donc, en fait, on sait que la personne, elle va gagner 150 000 € sur 30 ans. Enfin, la personne morale. Oui. Excuse-moi, Jacques. Juste, il te reste 5 minutes. Oui. Est-ce que peut-être parler de comment fonctionne, enfin, quelles opérations d'ACC peuvent, enfin, qui peut prétendre à la PMO territoriale, enfin, quel projet vous accompagnez et tout ça. Enfin, excuse-moi. C'était juste pour illustrer en fait et donner des notions de prix. Et là, j'étais juste sur voilà, ça c'est le cas où en fait, ce qui est le plus dur à vendre en fait, c'est quand on a une opération qui gagne pas au départ. Et donc en fait, les gens ils se disent oui, mais je veux acheter mon électricité plus chère, mais en fait, on va y gagner avec l'indexation des prix. Donc, j'ai bien entendu, je rentre directement dans le schéma contractuel et à qui s'adresse. Alors, nous, ça fonctionne comme ça. Donc là, en fait, le schéma contractuel chez nous, dans cette association qui est l'association Loi 1901, on a une convention, donc la PMO a une convention, on l'a dit, avec Enedis. Il va y avoir une convention de partage qui va lier les consommateurs, le producteur et l'association pour que les consommateurs et producteurs mandatent l'association pour gérer le lien avec Enedis. Et alors, la particularité de notre opération d'autoconsommation collective, et ça c'est très important, c'est que on va avoir un prix moyen pondéré sur l'ensemble de la boucle territoriale. C'est-à-dire que si, là vous avez le cas, vous avez une ombrière qui vend à 135 € le mégawattheure, qui représente 2/3 du volume échangé dans la boucle. Et un deuxième, c'est un hangar agricole
qui est proposé à 100 euros 100 euros le mégawattheure, qui correspond à un tiers du volume. Les consommateurs vont consommer avec une facture qui sera trimestrielle, un prix moyen pondéré entre les deux. C'est-à-dire que, donc là, ce serait 123 euros le mégawattheure. C'est très important cette notion parce que ça nous permet, pour nous, opérateurs territoriaux, de valoriser des ombrières qui font sens, mais qui généralement arrivent avec des prix plutôt hauts du panier, entre 120 et 160 euros le mégawattheure. Et le but, c'est de pouvoir aller chercher des prix les plus bas possibles. Et on pense notamment à toutes les toitures agricoles qui sortent d'obligations d'achat. Donc voilà. Au niveau de l'association, comment elle est constituée, donc comment elle fonctionne. Donc là, en fait, les membres fondateurs sont les deux intercommunalités sur lesquelles on travaille, l'agglomération d'Épinal et la Comcom-Mirecourt-Dompierre et la SEM. On a comme membres utilisateurs, en fait, donc tous les consommateurs, producteurs, ou tout tiers, en fait, qui peuvent intégrer. Et ce qui est important, c'est que nous, on a cherché à développer, en fait, on essaie de faire vraiment presque une boîte vide, c'est-à-dire qu'il va y avoir aucune animation, d'avoir le moins de rencontres possible, on a des consommateurs qui, quelque part, n'ont pas forcément envie de participer activement dans l'association, mais veulent juste consommer de l'énergie. Et donc, en gros, on a fait un fonctionnement pour que ce soit le plus simple possible. Et les spécificités de cette association, c'est un règlement intérieur qui va fixer les conditions de fonctionnement des boucles. On a une commission d'expertise qui va analyser le taux d'autoconsommation et le taux d'autoproduction, en fait, et qui va donner un avis sur le prix. Et on a un bureau de l'association, en fait, c'est les élus locaux qui vont agréer ou non les prix et qui vont donc réguler les prix qui sont partagés dans dans les boucles d'autoconsommation collective. Voilà. Qui peuvent participer à l'autoconsommation collective sur notre territoire? En fait, on s'est restreint aux personnes morales, c'est-à-dire qu'on ne s'adresse pas aux particuliers. On va pas, on a fait en sorte que les opérations d'autoconsommation collective, elles soient à minimum à 36 kW crête. Et ce choix-là, il est venu tout simplement parce qu'on s'est rendu compte qu'on avait trop de frais et qu'en fait, le prix d'autoconsommation pour des trop petites opérations, en fait, n'était pas rentable pour le consommateur. Donc, on a dû les restreindre à un minimum de puissance et dans des boucles où on se veut que à terme, le plus rapidement possible, on dépasse les 250 kW crête pour que les frais de PMO ne soient pas trop importants. Donc, plus on est grand, plus c'est rentable. D'où l'intérêt aussi de chercher, en fait, c'est rentable. On est dans un prix compétitif, si je puis dire, à court terme. Et là, je vous ai parlé, en fait, les rôles de régulation de la PMO qui est gérée par le bureau, avec un prix maximum qui a été ciblé, qui peut évoluer si on fait évoluer le règlement intérieur. Et on a rajouté une autre clause, notamment, c'est d'avoir un maximum, un seuil maximum sur la variabilité des volumes contractualisés. C'est-à-dire faire en sorte que, eh bien, puisqu'on peut faire bouger un producteur d'une boucle vers un autre producteur d'une autre boucle, éventuellement pour équilibrer les prix, on s'engage auprès des consommateurs à maintenir jusqu'à 15% en fait de delta, en fait, ces volumes transités. Voilà, donc là, si je le fais, j'arrive à la toute fin de ma présentation. Donc, en fait, la convention de partage, qu'est-ce qu'elle dit, en fait? Elle va dire que, en fait, on a un service clé en main avec la possible évolution, en fait, des boucles. Et là, nous, SEM Terrenaire, mandatés par l'association, s'occupe d'aller chercher les consommateurs ou les producteurs quand on a trop de consommateurs
et vice-versa. Donc, c'est nous qui assurons à la fois la gestion administrative et l'animation territoriale. L'association PMO, finalement, ne sert que de boîte aux lettres pour avoir un interlocuteur avec Enedis. On s'engage à travers la convention de partage d'avoir une transparence totale sur les opérations, à la fois à leur prix et à la fois, en fait, donc nous, on a la possibilité de mettre en place des options de facturation, mais autre point très important, ça c'était un choix qui diffère sûrement d'autres, c'est que la PMO ne facture pas. C'est le producteur qui facture au consommateur et c'est pas la PMO qui va interfacer les récupérations de factures. On a fait ce choix-là parce que on ne voulait pas gérer les impayés et avoir tous ces liens contractuels. Par contre, on facilite avec l'édition de facture, c'est-à-dire qu'on permet au producteur de lui rendre une facture que lui transmet et c'est lui qui est responsable d'aller se faire rémunérer. Euh, donc, facilitation des démarches administratives au maximum. Donc, ça, c'est notamment via la plateforme EnoGrid. Et alors, ça, c'est aussi très important. Nous, dans notre démarche, on se dit sans risque pour les participants et on s'est bien blindé là-dessus. C'est-à-dire que généralement, la plupart des producteurs, que ce soit nous en tant que producteurs ou d'autres, sont avec EDF obligation d'achat. Nous, ce qu'on préconise, c'est que les projets restent en vente, enfin, du surplus avec EDF obligation d'achat, et que l'autoconsommation collective, finalement, ne soit qu'un plus. C'est-à-dire qu'on peut rester à cumuler les deux. Et donc ça, c'est ce qui permet en fait de bien sécuriser et les producteurs et pareil pour les consommateurs qui restent sur leur fournisseur classique. C'est-à-dire que pour X raisons, en fait, il y a une centrale qui sort et le volume se restreint. Autoconsommé, ben, ok, c'est quelque part un bonus qui ne touche plus, mais en tout cas, ils sont pas du jour au lendemain à ne plus être accordés et à avoir des pannes de courant, quoi. Voilà, si je fais simple. Et on a conçu en fait pour vraiment faire une PMO le plus simplement gérable pour les administrateurs et avec entre guillemets le moins de réunions possible, quoi. C'était vraiment une commande des élus sur ce sujet. Voilà, j'en ai terminé. Je suis ouvert aux questions-réponses et puis si jamais je peux passer la main à quelqu'un d'autre si vous voulez enchaîner avec d'autres. Euh, je, je propose peut-être qu'on prenne, je sais pas s'il y a des questions. Enfin, merci Jacques déjà pour ta présentation. C'était très complet. Euh, je propose qu'on enchaîne avec la présentation de Quentin parce il y a plusieurs personnes qui vont devoir partir un peu plus tard. Voilà, et que du coup on réponde aux questions plutôt dans un second temps à la fin. Donc je vais partager mon écran. Attends, je vais m'en occuper si tu veux. Oh, T'inquiète, finalement. Comme ça, je pourrais avancer à mon ok, rythme, c'est plus simple. super. Si ça te va. Ah, ça marche du coup, c'est bon. On le partage en route là. Eh ben, on t'écoute alors. Ok, parfait. Alors, je vais passer assez vite sur certains points qui ont déjà été abordés. Donc, Quentin Bourret, je travaille chez Territoire d'énergie Alsace, qui est donc le syndicat d'énergie du Haut-Rhin et du Sud-Bas-Rhin. Je pense que je vais passer sur les intérêts de l'autoconso collectif parce qu'on en a déjà parlé. Et je vais plutôt aborder l'historique un peu de la création d'Alsace Synergie, Alors, qui est notre PMO territoriale. Ouais, pardon. pendant le temps que vous démarrez, est-ce que vous pouvez juste enlever le petit masqué Ouais, le en bas? masque, yes, Super, ça merci. marche. C'est bon? Super. Euh, du coup, Alsace Synergie a été créée il y a un peu plus d'un an désormais. C'était une volonté politique, principalement pour aider les porteurs de projets, donc des collectivités territoriales, qui déjà travaillaient beaucoup sur le projet photovoltaïque et se retrouvaient face un peu à un mur qui était la PMO à créer à la fin de l'opération.
Et donc, on se rendait compte que c'était un point de blocage assez important qui faisait qu'on avait quasiment que des opérations d'autoconso patrimonial. Par ailleurs, il y avait aussi des acteurs privés qui arrivaient sur le secteur. On trouvait ça un peu dommage de laisser le privé occuper tout le terrain avec des conditions tarifaires qui ne sont pas forcément avantageuses pour les collectivités. Et donc, on a créé cette structure sous forme associative. Alors, nous, c'est en Alsace, donc on n'est pas en loi 1901, mais en association de droit local. Et donc, cette association est ouverte à tous les participants, qu'ils soient publics ou privés. Si on voit la répartition géographique, donc c'est plutôt le territoire de Théva que vous voyez en rose qui est ici, mais on est un peu plus large. Nous, on dessert que le territoire Enedis, mais on a aussi des territoires chez Vialis, typiquement, qui sont chez nous, chez Bar Énergie, et aussi au nord, plutôt côté ES. Donc, on peut théoriquement agir partout en Alsace, même si dans les faits, on est plutôt centré sur notre territoire forcément, mais s'il y a un besoin ailleurs en Alsace et qu'il n'y a pas déjà une PMO qui est active, on peut y aller. Dans nos membres, on a beaucoup de structures. Donc, on avait 15 membres fondateurs, désormais 24. Nous, c'est un peu l'inverse. On a beaucoup de gens qui sont là pour discuter d'autoconsommation collective, récupérer de l'info, qui sont en structuration de projets, que ce soit pour être producteur ou consommateur. Et on n'est pas forcé en fait d'être déjà dans un projet pour rentrer dans l'asso. Donc, nous, la volonté, c'était vraiment d'en faire un lieu d'échange, de communication et de relais un peu de ce qui se passe au niveau national, au niveau local, et vraiment d'en faire un espace de vie et d'échange. Donc, on a principalement des collectivités, EPCI, PETR et des villes, des associations. On a aussi la Chambre d'agriculture d'Alsace qui est rentrée justement pour les installations qui sont en fin de tarif d'achat et qui pourraient basculer en autoconso collective. Ce dont on se rend compte, c'est que cette PMO territoriale a un avantage assez majeur, c'est qu'on voit tous les projets qui se développent sur le territoire, ce qui nous permet de faire de la mise en relation. Et on se rend compte que c'est une grosse plus-value en fait sur le territoire d'avoir une structure un peu centrale vers laquelle les gens se tournent pour qu'on puisse dire bah, la commune d'à côté a aussi un projet, vous pouvez réfléchir ensemble. Le PCI d'à côté a aussi un projet, est-ce que vous pourriez voir pour mutualiser vos projets. Et donc cette interface d'échange et de centralisation a une vraie plus-value sur le territoire. Après, sur les missions cœur, c'est un peu une machine à la paperasse, hein, une PMO. On édite des contrats, des conventions, un peu dans tous les sens pour être sûr que tout le monde est bordé juridiquement et que tout va bien. Je pense qu'on a à peu près tous les mêmes modèles de conventions et de contrats en France. Donc, on sait qu'elles tournent plutôt bien. On les a édités à la marge pour des choses que nous, on préférait. Mais l'idée, c'est de pouvoir sortir très vite ces contrats et ces conventions pour que du point de vue des consommateurs et producteurs, ce soit le plus neutre et facile possible et qu'ils n'aient pas à réfléchir à ces questions juridiques. Donc, si on voit sur un projet à quoi ça ressemble, la partie étude et structuration du projet, elle est plutôt portée côté syndicat d'énergie, territoire d'énergie Alsace pour le compte de nos membres. Après, il y a aussi d'autres acteurs, typiquement les générateurs qui font aussi des études, des bureaux d'études privés. Mais nous, on demande pour les projets qui voudraient nous rejoindre d'avoir une étude qui soit robuste, où on sache qui consomme, qui produit, qui aura quoi comme énergie, à quel prix. On considère que ce n'est pas le rôle de la PMO d'intervenir là-dedans. La PMO, nous, c'est une structure administrative et va traduire les demandes des membres en contrat. Par contre, on décide de rien, en fait. On est là pour écrire pour eux. Mais la partie de savoir qui consomme quoi à quel prix, elle est faite en amont par des structures accompagnantes. Alors, en l'occurrence, il se trouve que c'est nous aussi pour les collectivités, mais si c'est des tiers, ça fonctionne aussi. Après, on a une dimension de conseil au moment de la mise en place de la boucle. Donc, les discussions avec Kennedy, ça, c'est notre rôle régalien, donc on le fait. On a aussi la partie recherche de responsables d'équilibre pour les producteurs. On a beaucoup de projets qui sont soutenus par Climaction et donc qui ne bénéficient pas de DFOA. Donc, on a une liste de responsables d'équilibre et on met en relation les utilisateurs pour qu'ils puissent en trouver un.
mais c'est eux qui le font. Et après, au cours de la vie du projet, je vais revenir un petit peu après, mais soit on recourt à un logiciel tiers, soit on le fait nous-mêmes. Et on met à disposition les factures aussi pour qu'elles soient émises par les producteurs aux consommateurs. Par contre, comme, euh, comme nos collègues de Terre ENR, on ne fait pas nous-mêmes la facturation parce qu'on ne veut pas se retrouver à gérer ces flux financiers qui amèneraient une lourdeur aussi à la structure qu'on n'a pas pour l'instant. Je vais assez vite, hein, vu que il y a beaucoup de choses qui ont été dites avant et qu'on a peut-être tous faim un petit peu. Euh, et vous me dites si je vais trop vite, mais j'essaie d'aller sur les éléments un peu différents et un peu qui me paraissent, euh, qui me paraissent importants. Euh, En termes de périmètre, donc on peut agir pour tout type d'acteurs, publics ou privés, y compris les particuliers, même si pour l'instant on n'y va pas trop, parce qu'on veut se faire plus la main sur d'autres opérations avant de se lancer sur le particulier qui est plus compliqué. Tout ce qui est contractuel, on le fait en interne, parce que en soi, c'est des modèles qu'on sait remplir et qu'on sait remplir vite et bien. Donc comme ça, on le fait et ça coûte rien. Ça nous permet aussi d'être assez libre sur les modes de fonctionnement. Il y a quelques clauses, notamment d'entrée et de sortie des boucles d'autoconsommation, qu'on peut rédiger à notre main. Et ça, c'est toujours enfin, c'est un peu plus simple de pouvoir le faire nous-mêmes, d'édicter nos propres règles si besoin. Pour le fonctionnement, on utilise des logiciels qui sont sur le marché pour les opérations qui sont assez importantes. Pour l'instant, on est encore en test et en benchmark. Donc là, je vous ai mis EnnoPower, HelloCob, Jane. Enfin, il y a plusieurs entreprises qui se développent sur le credo. Donc l'idée, c'est qu'on passe un marché à chaque fois qu'il y a une opération. On compare les devis et on choisit celui qui nous paraît le mieux. On va répercuter ces coûts sur les producteurs des opérations d'autoconsommation, qui, eux, le répercutent dans le prix de vente de l'électricité. L'idée, c'est qu'à terme, on a un effet volume aussi pour avoir un marché plus structuré, pour pouvoir jouer sur l'effet prix. Là-dessus, l'expérience nous prouve qu'on a raison d'être plutôt prudent et de ne pas aller trop vite. On voit qu'il y a beaucoup de changements sur tout ce qui est clé de répartition, avec un décret qui est en attente, ce qui pourrait encadrer la façon dont on fait les clés de répartition en autoconsommation collective. Si jamais il se trouve que toutes les clés un peu complexes qui sont développées pour l'instant ne sont plus possibles, je ne sais même pas si on utilisera encore un logiciel de suivi en fait. Là, c'est le principal intérêt qu'on y voit, ces logiciels, c'est si on a plusieurs producteurs, plusieurs factures à faire, ou surtout si on veut faire des clés de répartition qui sont complexes, on ne pourra pas le faire à la main. Par contre, si on a typiquement une commune avec deux consommateurs en face et qui sont d'accord pour faire une facture par an, on ne s'amuse pas à prendre un logiciel type Enogrid à 300 € par an. On a un bon vieux fichier Excel et un Word et on fait la facture en 10 minutes et voilà. Et c'est gratuit. Donc on essaie de calibrer aussi l'outil qu'on utilise aux besoins qui est en face. Par contre, la commande politique, c'est qu'on puisse répondre à tout le monde. Donc ça veut dire qu'il faut qu'on puisse répondre aussi aux petites communes et aux petits projets. On prend des projets qui ont 15 kW de crête, et ben cela, il faut qu'on puisse le faire à un tarif qui est acceptable. Le tarif acceptable, c'est 0 euros. Et donc on le sort à 0 euros parce qu'on fait une facture par an et qu'on n'a pas facturé ça, quoi. Euh, à moyen terme, voilà, enfin, la partie logicielle, on sait que c'est le poste de coût principal. Il y a un temps administratif aussi qui y a derrière. Donc, il faut faire toujours l'équilibre entre le temps administratif qu'on gagne versus le coût du logiciel. Et ça, voilà, on est assez vigilant à ce point parce que l'équilibre économique des opérations est assez précaire actuellement avec les prix d'électricité qui sont bas. Donc, le but, c'est pas que la marge elle revienne à la PMO ou à l'éditeur de logiciel, mais qu'elle revienne vraiment aux producteurs et aux consommateurs. Donc, on essaie d'avoir le moins de coûts possible et c'est vraiment ça l'attention principale de la PMO actuellement. Après, en termes de gouvernance et de vie, on a deux niveaux. On a l'association avec tous les membres que vous avez vus tout à l'heure. Elle va décider du prix de la PMO. Pour l'instant, il est à 0 euros, mais enfin, on va sûrement refacturer après le temps administratif qu'on y passe. Ça valide aussi les orientations stratégiques. Alors, bon, pas grand-chose hein, en orientation stratégique pour l'instant, mais si jamais il devait y en avoir, elle les valide. Et après, on a un bureau qui se réunit tous les 3 mois via une petite réunion Teams où en un quart d'heure, on décide qui peut rentrer dans l'assaut et est-ce qu'on va ou pas sur une opération donnée. Donc, c'est vraiment assez léger la partie assaut.
Après, chaque boucle d'ACC est par contre souveraine sur sa boucle. Donc, c'est eux qui vont décider qui rentre, qui sort, quels sont les prix de vente. Et ça, c'est une gouvernance locale. C'est pas la PMO qui gère ça. On laisse les acteurs se mettre d'accord sur comment ils vont faire pour fixer leur prix, sur qui pourra entrer, qui pourra sortir. On va les assister pour essayer de structurer ça, mais c'est eux qui sont souverains. C'est pas nous. Donc, typiquement, on n'a pas de règles sur les prix, on n'a pas de règles sur les clés, on n'a rien de tout ça. Et ça, ces règles-là, elles sont inscrites dans les conventions, d'où l'intérêt de les garder en interne, c'est qu'on va transcrire les règles qu'ils nous demandent dans ces conventions pour qu'on soit aussi baqué juridiquement et que tout ça tienne le temps. Et je crois que j'ai fait le tour. Voilà, j'ai été assez efficace, j'espère, pour tenir le timing. Ben, merci beaucoup pour cette présentation. C'était plutôt clair, hein. Enfin, en tout cas, j'ai trouvé. Peut-être qu'on peut profiter des petits moments qui nous restent pour prendre quelques questions. J'ai vu dans le chat qu'il y avait des questions assez spécifiques sur notamment la PMO mutualisée de TerreNR. Euh, Il y a Cyprien qui demande si si vous êtes dans l'opération d'ACC avec un membre privé, vous êtes fixé une part maximum euh, attribuée à l'entreprise pour ne pas mettre en péril l'opération si l'entreprise se retire, et est-ce que la pérennité des autres membres s'est posée? Alors, alors, ça pose plusieurs questions. Déjà, la question de la durée des contrats. Le contrat fournisseur, donc le contrat de producteur-consommateur, donc, là où c'est de la TRNR en tant que producteur qui est en contrat avec TMK, il dure 4 ans. Donc déjà, et l'idée, c'est que quelque part, il reste libre en fait sur les contrats, et y compris avec les collectivités sur cette base-là. En fait, alors ça c'est très spécifique. Euh, Dans ce cadre-là, on a fait un contrat de 4 ans avec les collectivités parce que la loi enfin, la loi APER permet d'avoir des contrats normalement sur la durée de vie d'amortissement des centrales photovoltaïques, sauf que euh, ils n'ont pas sorti de décret d'application, ce qui fait que si moi je fais un contrat sur 20 ans, je suis dans un marché de fourniture et je suis absolument pas compétitif avec un contrat de fourniture classique. Donc en fait, pour le moment, on fait comme ça. À l'échelle, ce sera différent à l'échelle territoriale, où là, en fait, il y a un énorme marché d'autoconsommation, qui est un marché groupé, où là, on va faire des contrats de 20 ans. Et donc là, ça ne pose pas de question. Si le consommateur privé, en fait, se retire, on ira maintenir, en fait, euh, enfin, les contrats avec les consommateurs publics sont maintenus. Ils peuvent augmenter puisqu'il y aura plus de volume à leur partager, ou pas, c'est s'ils le souhaitent. Et faut savoir que nous, en fait, c'est pas un problème parce qu'on est avec une vente EDF obligation d'achat, c'est juste que la vente de surplus sera moindre. C'est en fait quelque part, on reste, enfin, c'est pas grave, c'est quelque part mieux pour eux, mieux pour nous, puisque c'est plus intéressant de valoriser en autoconsommation collective, mais ça ne vient pas mettre en danger en fait le modèle économique de la centrale. Je ne sais pas si j'ai pu répondre clairement sur cette question. Ah oui, on a un pouce de Cyprien qui Nickel. dit que c'est Merci. bon. Il y avait une autre question. Est-ce qu'il y a
de la part de Benjamin Salicis du SD04. Euh, et- qui s'occupe de la mise en concurrence préalable pour les marchés de fourniture d'électricité en ACC? Est-ce que vous faites ça? Alors, sur l'agglomération d'Épinal, ils ont lancé un marché groupé pour sélectionner un fournisseur classique sur 4 ans. Si je ne dis pas de bêtises, c'est des contrats à 4 ans. Maintenant, il va y avoir un marché dédié à l'autoconsommation collective. C'est-à-dire, il va y avoir un marché groupé pour toutes les communes, les délégations de services publics et le patrimoine agglo, sur lequel la SEM va se positionner en tant que producteur susceptible de faire de l'autoconso. Voilà. Parce que c'est pas, enfin, chez nous, c'est pas le syndicat d'énergie qui gère ça. Je sais pas, peut-être en Alsace, on va peut-être avoir le complément. Non plus. Non, c'est collectivités qui le font aussi. Donc il n'y a pas souvent une délibération pour enfin, demander, enfin, une sorte de mise en concurrence pour cette partie-là, mais avec des critères qui font que c'est forcément un projet en ACC du coin qui va être retenu. Donc on passe par cette case, mais c'est les collectivités qui le font. Il y avait aussi une question au moment de la présentation des différents tarifs. Est-ce que vous comptiez l'accise dedans? Non, Ok. c'est hors accise, c'est exempté. Mais en fait, c'est beaucoup plus. Enfin, en fait, c'est complexe parce que, en fait, on aimerait, dans la logique territoriale, c'est de vraiment solariser le maximum possible dans une logique, voilà, TEPOS. Sauf qu'en fait, on se rend compte qu'on a vraiment, avec les tarifs S21, un très, très gros problème pour, pour financer en fait des ombrières de parking. Alors que c'est là où j'allais dire il y a le plus gros potentiel, puisque généralement sur toiture, les études structure vont souvent discréditer en fait et obtenir des tarifs qui ne sont pas vendables en fait. Et donc là, nous, l'intérêt de l'autoconsommation collective, c'est j'ai des ombrières. Certaines ombrières sortent des prix à 160 euros le mégawattheure hors taxe. Mais c'est pas grave si elle représente un faible volume dans une boucle d'autoconsommation collective où la moyenne est à 100 euros le mégawattheure. Puisque finalement, comme on pratique un prix moyen pondéré sur la boucle territoriale, ben finalement, on aura un prix autour de 100 euros, même si certains actifs sont pas optimaux, quoi. C'est un peu ça l'intérêt d'avoir une grande boucle et en fait, euh, enfin, là, l'enjeu, enfin, pour moi, ça a été vraiment un super outil, c'est d'avoir en fait la possibilité d'avoir les dérogations à l'échelle de l'interco, quoi. Ce qui fait qu'on s'affranchit des boucles de 2-20 km et puis on peut mettre tout le monde dedans. Ce qui fait qu'on a pu à se poser la question, est-ce que tout est autoconsommé ou non? Et en fait, là, voilà, on sait qu'on a 23 gigawattheures de conso, donc une petite toiture, elle est absorbée, pas de problème, quoi. Il y a un petit message de Noémie Zambo dans le chat qui dit qu'il faire attention parce que l'accise est à zéro pour cette année, mais ce n'est pas forcément exempté. Donc ça, je sais pas s'il y a un... Ben, alors, ça va peut-être pas durer, mais en tout cas, là, nous, on a eu un décret d'application qui fait que là, sur nos dernières factures, c'est bien exempté, en tout cas, pour cette année. Je sais pas. Et Je ça peut vais... être modifié, mais pour l'instant, c'est bien, on est bien Ouais. dispensé. Après, ça peut être, enfin, chaque loi de finances peut revenir là-dessus, quoi. Donc, tous les ans, il faudra qu'on se repose la question. Mm. Franchement, si ça revient, nous, on ne sera pas bien. Bon alors, il reste pas mal de questions, donc peut-être très rapidement une question simple avec une réponse en 2 chiffres.
Combien d'heures vous consacrez à la gestion de la PMO par an Ouh, environ? euh, Je sais pas si vous avez des chiffres, hein, sinon c'est pas. euh, je- allez. Alors, sur la gestion de la PMO, en fait, nous, avec Enogrid, c'est quasiment tout automatisé, mais en fait, je peux pas vraiment compter. Mais en tout cas, sur l'autoconsommation, parce que nous, dans l'autoconsommation collective, je vais à la fois compter le fait d'aller chercher des consommateurs, le fait de faire les études d'autoconsommation, après de faire suivre les contrats, d'informer. Je pense qu'on est sur allez, 60% de TP. Ouais, la partie vie de la structure est assez légère. Je pense qu'on allez, un jour de travail ou 2 jours de travail dans l'année, vraiment faire vivre l'assaut, faire les CA, etc., c'est assez court. Par contre, les opérations, c'est ça, avec les très chronophages. Et nous, pour l'instant, ouais, on est encore en phase où on essaie d'estimer, enfin de relever chaque temps qu'on fait pour pouvoir sortir ce chiffre, justement. Mais on l'a pas encore. Ok. Bon, dernière question. N'hésitez pas, hein, si vous avez faim, vous pouvez partir, on vous en voudra pas. C'est juste pour répondre aux questions. Il y avait une question sur les obligations de la PMO, sur la responsabilité de la personne morale organisatrice. Donc, enfin, notamment dans le temps, est-ce qu'elle est obligée de continuer son service pendant toute la vie de l'opération d'ACC? Après, j'imagine que c'est des clauses dans des contrats, enfin, que vous passez et que c'est envisagé. Il y a des clauses de sortie, ouais. Il y a des Ouais, clauses c'est de ça. sortie de toutes les parties. Donc, pour l'instant, nous, on s'engage sur les 20 ans, mais on a des clauses pour sortir si quelque chose ne nous va pas, ou avec un délai de prévenance derrière. Euh, mais oui, c'est dans le contrat, ça. Après, quand tu dis 20 ans, en fait, 20 ans, c'est Pour la PMO. Vraiment, le contrat, en fait, la convention consommateur-producteur PMO, nous, on l'a mis à 20 ans. Bon, après, pour refléter en fait les contrats des obligations c'est d'achat, ça, ouais. quoi. Ouais. Mm. Après, enfin, si ça s'arrête, c'est l'autoconsommation qui s'arrête, puisqu'en fait, c'est la personne morale qui conventionne avec Enedis qui permet en fait le partage en autoconsommation collective. Donc, Ok. Eh ben, super. Merci beaucoup pour les réponses aux questions et pour vos présentations. Donc, comme dit au début, vous pourrez retrouver tout ça sur nos sites et sur la chaîne YouTube. Et on se retrouve la, le mois prochain pour un déjeuner sur les vélis. Donc, qui sera un thème un petit peu plus mobilité. Voilà, et ben merci tout le monde et bon appétit. Au Merci. revoir. à tous. Bon Salut. appétit. Bonne journée, au revoir.